Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en Ile-de-France. Si vous chantez aussi bien qu'une porte qui grince, eh bien c'est votre moment. Vous pouvez vous produire en toute liberté ce samedi à l'occasion de la fête de la musique. Pas sûr en revanche que vous ayez beaucoup de public, contrairement à toutes les initiatives que nous allons mettre en lumière en tout début d'émission. C'est ce qu'on va faire avec de l'éveil musical, avec de l'électro, en passant par la Vasque Olympique. Vous allez voir qu'il y en aura absolument pour tous les goûts. Nous ouvrirons ensuite notre page culture avec le Porteur d'Histoire. Cette pièce ébouriffante qui se joue actuellement au théâtre du Petit Montparnasse. Elle a reçu 2 Molières en 2024, elle tourne depuis 2012 et cumule plus de 3500 représentations. Les chiffres sont vertigineux et nous en parlerons dans quelques instants avec 2 comédiennes qui font partie de cette fabuleuse troupe. Et enfin, si vous n'aimez pas la musique et si vous n'aimez pas non plus les histoires, c'est assez rare mais ça peut arriver, on vous donnera d'autres recommandations grâce à Bernard Babkin afin que vous puissiez passer l'un des week-ends les plus délicieux de votre vie. Pour moi de vous présenter les invités qui vont m'accompagner lors de cette première partie. Jean-Pierre Lecoq, vous êtes le maire du 6e arrondissement de la capitale. Bonjour, exact, soyez le bienvenu. Pour l'instant ça va, je me suis pas trompé, ça commence bien. Fabrice Martinez, vous occupez la fonction de directeur associé de la Bellevilloise et vous êtes également le fondateur de cette fabuleuse salle de spectacle dont on va parler avec vous dans quelques instants. Tout à fait, depuis plus de 20 ans. Depuis plus de 20 ans, oh là là, on était nés, hein, mais c'est vieux quand même. Et enfin Mathieu Lehanner, vous êtes avec nous à distance, vous êtes l'un des plus célèbres designers français et vous êtes le papa de la célèbre Vasque Olympique. Bonjour, soyez également le bienvenu. Je vais faire un premier tour de table pour vous poser une question très générale. Pour vous, monsieur le maire, déjà, ça représente quoi la fête de la musique? Qu'est-ce que ça signifie? Écoutez, la fête de la musique, c'est quoi? C'est Jacques Lang qui l'a créé, si je me rappelle bien. Donc c'est au minimum... c'est combien? 44 ans? C'est pas 1944, hein, c'est... oui, absolument, c'est 44 ans d'existence, donc c'est vraiment quelque chose qui est inscrit dans notre patrimoine. Hein. C'est pas des pierres, c'est des dots, mais en tout cas, c'est vraiment un rendez-vous incontournable chaque année. Que vous soyez grand, petit, que vous aimiez la musique sous toutes ses formes. D'ailleurs, moi, je vous ai envoyé de la musique classique. Absolument, on en parlera tout à l'heure. Vous nous avez fait une petite playlist. Exactement. Je vous dis, c'est maintenant inscrit dans les mœurs. On n'imaginerait pas une année sans fête de la musique. Après, la vraie question, c'est est-ce qu'on aime la musique? Est-ce qu'on la pratique? Oui, c'est ça. Ça peut être l'occasion de mettre le pied à l'étrier d'un certain nombre de musiciens. C'est le moment de s'initier à la musique. C'est ça aussi pour vous, la fête de la musique, un moment incontournable au cours duquel, effectivement, on peut peut-être avoir ses premiers rapports avec la musique quand on ne la pratique pas tout au long de l'année? Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai toujours connu quasiment la fête de la musique et ça a contribué d'ailleurs à ancrer la musique dans le projet de la Bellevilloise tel qu'il est né. Nous, c'est la fête de la musique, j'allais dire, toutes les semaines, tous les week-ends à la Bellevilloise. Donc ce jour-là, il est emblématique parce qu'il rappelle aussi à tous les Français que ces lieux sont importants. On l'a vu pendant la crise du Covid, ils sont essentiels et que la musique, c'est la vie, c'est la fête, c'est la rencontre. Oui. Et ce merveilleux jour de l'année qui est le 21 juin où en plus il fait beau, moi, c'est mon jour préféré avec le 14 juillet. Oui. C'est vrai, que des moments festifs. Mathieu Lehanner, est-ce que vous créez en musique? Est-ce que la musique vous accompagne le reste de l'année si on met le 21 juin de côté? Elle m'accompagne, mais pas toujours quand je travaille. Parce que sinon, elle peut assez vite influencer le dessin, le design, les idées. Donc je suis plutôt un fervent de la musique silencieuse. Plutôt de la musique silencieuse. Alors l'un des temps forts de ce samedi 21 juin justement, c'est le retour de la Vasque Olympique au jardin des Tuileries pour cet été. La question que tout le monde se pose, et en tout cas que les téléspectateurs peut-être sont en train de se poser, quel est le rapport avec la fête de la musique ? Alors, il n'y a pas de rapport direct avec la fête de la musique, il y a surtout un rapport avec l'été. Ouais. C'est surtout effectivement fêter l'arrivée de l'été et du coup donner aussi à cet objet-là qui n'avait pas vocation à rester, on le sait, le faire revenir de façon saisonnière et donc il arrive avec les premières heures de l'été et il disparaîtra le 14 septembre pour réapparaître l'année prochaine. Exactement, jusqu'aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Et je me souviens que vous aviez émis d'ailleurs quelques réserves à ce sujet. Vous aviez déclaré lors d'une interview, je me souviens, que vous ne vouliez pas que cette vasque devienne un vestige. Vous êtes déçu qu'elle revienne, cette vasque ? Non, je suis pas déçu du tout, bien au contraire. Je suis très heureux du scénario finalement qui a été adopté et je dirais validé par le président de la République. Là où j'étais évidemment
méfiant ou en tout cas vigilant, c'est que je voulais pas qu'on transforme ce moment qu'on avait tous vécu collectivement en une sorte de relique, un objet qu'on allait poser là. Et puis c'est un gros bébé, hein. C'est un objet qui fait 22 mètres de diamètre, le ballon il fait 30 mètres de haut. Et donc pour moi, si c'était pour le poser quelque part ailleurs dans Paris, si c'était pour le laisser au sol et puis qu'il soit éteint, ça n'avait pas beaucoup de sens. Donc j'avais mis comme condition au moment des discussions et des différents scénarios, oui, ok pour qu'elle revienne, mais il faut qu'elle puisse voler. Et une question que je voulais vous poser également, qui a son mot à dire justement sur le retour de cette vasque olympique? Est-ce que vous pouvez vous y opposer? Est-ce que c'est vraiment le président de la République qui a son veto sur cette question? Alors, je ne sais pas si j'aurais pu totalement m'y opposer. Je ne m'y suis pas essayé. Encore une fois, moi, j'ai posé sur la table, effectivement, ce qui me paraissait vraiment important. La vasque olympique, c'est un peu comme un bateau qui va prendre la mer. Il faut que, même si on le voit uniquement à quai, il faut qu'on puisse toujours le regarder en s'imaginant qu'il peut ouvrir les voiles et partir. Donc, moi, c'est ce que j'avais mis, effectivement, comme condition. Et effectivement, la décision finale, elle a été, évidemment, celle du président de la République, après une étude, effectivement, technique, technologique, aussi des endroits qui pouvaient accueillir cet objet-là, là où ça faisait sens, là où c'était possible. Jean-Pierre Lecoq, à ma connaissance, le jardin des Tuileries ne se trouve pas dans votre arrondissement. Non, mais est-ce que vous vous réjouissez de cette nouvelle, de voir cette vasque olympique qui s'invite encore dans le décor parisien? Absolument. Alors déjà, il appartient à l'État, le jardin des Tuileries. Donc ça donne du poids à la ministre de la Culture, qui s'appelle Rachida Dati, au président de la République, qui s'appelle Emmanuel Macron, si je n'ai pas commis d'erreur. Non, plus sérieusement, c'est quand même, je pense, une bonne chose. Bon, les Jeux Olympiques se sont très très bien passés l'année dernière. Ça a été un moment de bonheur, une parenthèse enchantée. Enfin, vous vous rappelez les termes qui ont été utilisés par les uns et par les autres. Et puis, comme c'est quand même un événement télévisuel, 3 milliards de téléspectateurs, je vous rappelle, ça a été une des choses, un des symboles emblématiques des Jeux Olympiques de Paris. Donc on a maintenant énormément de touristes qui reviennent, encore davantage, si vous voulez, puisque justement les Jeux Olympiques ont contribué à l'attractivité touristique de la capitale. Donc que les touristes retrouvent la vasque, c'est une bonne chose, que les Français la retrouvent également, et que les sportifs se rappellent à un moment où, après des Jeux Olympiques, on peut avoir tendance à relâcher l'effort sur le plan sportif. D'ailleurs, vous savez que certains s'en plaignent un peu. Oui. Je crois que tout ça contribue plutôt, c'est une belle opération. Alors, je ne vais pas parler du feu olympique, en tout cas, le feu, il va aussi embraser la Bellevilloise ce samedi, puisque cette salle de spectacle mythique située dans le 20e arrondissement de Paris a concocté un programme tout particulier, justement, pour cette nouvelle édition, mais... Pour vous, la fête de la musique, finalement, c'est toute l'année. Et la musique, vous la maniez au quotidien. Alors, c'est toute l'année, effectivement. Mais je précise d'ailleurs que donc, la Bellevilloise a ouvert son rooftop, qui est un véritable jardin suspendu au-dessus de Paris l'année dernière, à l'occasion des Jeux Olympiques. Et il a réouvert là. Et la flamme... la vasque olympique, elle est visible depuis le rooftop de la Bellevilloise, puisqu'on a une vue dégagée sur tout Paris et on voit cette flamme qui se dresse dans le ciel. Et c'est vrai que c'est assez magnifique et incroyable. Certains clients sont venus chez vous pour prendre des photos de la vasque, justement. L'année dernière, oui. De toute façon, il y a eu un petit effet JO. Alors la météo était, comme vous le savez, pas exceptionnelle, mais en tout cas, c'était un émerveillement de le voir, comme de voir scintiller la Tour Eiffel toutes les heures. On a des clients qui ne viennent que pour ce moment-là aussi, voilà. Mais je voulais dire que j'ai eu la chance de voir la cérémonie, moi, depuis le pont d'Arcole. Oui. Et je sais qu'à l'issue de cette cérémonie, on était nombreux à courir et à aller se diriger vers les Tuileries pour essayer de voir la vasque qui se dressait. Alors, on était arrivé dans une rue parallèle, elle se dressait là en plein milieu. C'était un spectacle incroyable et c'est pour moi une des plus belles images, les plus poétiques, je pense, de cette cérémonie et qui nous rappelle, d'ailleurs, j'étais au musée, je ne sais pas si Mathieu Lehanner s'est inspiré du design de ces ballons du XVIIIe siècle, du XVIIe siècle, mais je sais qu'au musée Carnavalet, j'ai été la semaine dernière, il y a une peinture comme ça où on voit un lever de montgolfière dans le jardin des Tuileries, ronde aussi, parfaitement ronde, pas avec cette vasque de lumière, mais en tout cas c'est magnifique et je trouve que ça colle parfaitement aux Tuileries. Mathieu Lehanner, est-ce que vous vous attendiez à ce que votre création marque à ce point les esprits? C'est vrai que tout le monde en parle de cette vasque olympique, elle est devenue d'une certaine manière assez mythique. Je m'attendais à l'émotion qu'elle a suscitée pendant la cérémonie d'ouverture. En tout cas, tout était fait pour ça. D'abord parce qu'on a gardé la surprise, et puis ensuite parce qu'effectivement, l'idée, c'était d'amener à la fois
cet objet monumental, et puis qui d'un seul coup, embrasé par Marie-Jo Perret, qui était dirigneur, qui allait prendre la route du ciel, et je ne parle même pas de Céline Dion qui se mettait à chanter pour nous donner définitivement la chair de poule ou les larmes. Donc la partie émotion, oui, on l'a maîtrisé assez bien, en tout cas je l'espérais. Tout ce qui s'est passé ensuite, c'était au-delà de ce que je pouvais imaginer et espérer, c'est-à-dire que dès le lendemain, on m'a témoigné l'émotion que les personnes avaient ressentie, mais il y avait un autre élément qui était la fierté. Et qui était un élément que je n'avais pas du tout imaginé. C'est que moi, j'étais dès le lendemain de la cérémonie autour de la vasque pour écouter de façon un peu discrète ce que pensaient les gens, les touristes, les Parisiens. Et c'est vraiment ce sentiment de fierté, parce que d'un seul coup, c'est un objet qui nous parlait de culture, qui nous parlait de poésie, qui nous parlait de légèreté, qui nous parlait d'histoire aussi et d'innovation. Effectivement, c'est un objet qui reboucle, en tout cas qui est un maillon supplémentaire d'une assez longue histoire des vols habités, donc les premiers vols montgolfières, puis les vols ballons captifs, qui ont été présentés au cours de l'histoire aux Tuileries. Et là, on parle de 1783, quelques années avant la Révolution. Donc cette histoire-là, pour la première fois où des humains ont volé, c'est en France que ça s'est passé. Donc effectivement, la vasque, elle reboucle aussi avec cette histoire-là. Et en ce jour de fête de la musique, est-ce que vous nous garantissez que la vasque olympique va s'envoler dans le ciel de Paris ? À moins que d'un seul coup, il y ait des tornades de vent qui se déclenchent. Et ça, c'est un paramètre qu'on ne peut pas maîtriser. Mais tous les autres cas, effectivement, elle s'envolera. Le principal ennemi, si je peux dire, mais ça fait partie du jeu de cette vasque olympique, c'est le vent. La pluie, on l'a vu à la cérémonie, ça n'est pas un problème. Elle n'empêche pas la flamme de rayonner. Le vent, oui, quand on dépasse certains seuils de vent, on décide de ne pas libérer le ballon parce qu'il peut se mettre à bouger, il peut se mettre à penduler et ça peut devenir dangereux pour les opérateurs qui sont autour. Restez avec nous, Mathieu Delader, on va revenir vers vous dans un court instant, mais d'abord je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur le programme aussi que vous nous proposez, vous à la fois dans le 6e arrondissement et à la Bellevilloise. À la Bellevilloise, très concrètement, ce samedi, qu'est-ce que vous allez pouvoir nous offrir de particulier ? Quelque chose qui va à la fois plaire aux mélomanes et à la fois plaire au grand public. Alors, d'abord, la Bellevilloise, ça commence tôt, la fête de la musique, ça commence... Alors, vous savez que la Bellevilloise, c'est un bâtiment, coopérative ouvrière fondée en 1877, et c'est aussi une friche, le 88 Ménilmontant. Et donc on commence par la friche du 88 Ménilmontant, qui est un jardin réservé aux familles avec des jeux pour les enfants, des kiosques, des bars ambulants. Et donc on y accueille les ateliers harmoniques de Montreuil, qui est une école musicale qui permet l'accès à la culture pour tous. Et puis ça se poursuit, alors c'est ouvert gratuitement au public, bien sûr, voilà. Et puis ça se poursuit dès 15h, toujours au 88 Ménilmontant, avec l'inter-LGBT. Vous savez, c'est l'association qui organise la marche des fiertés à Paris depuis 1990 quand même. Et donc, pour lutter contre toutes les discriminations, donc elle a concocté un programme musical inclusif autour du collectif. Alors, je ne vais pas tous les citer, il faut venir les découvrir. Voilà, l'entrée est libre et gratuite. Donc ça, c'est pour la friche du 88 Ménilmontant. Et puis après, en soirée, à la Bellevilloise, dans la fameuse Halle aux Oliviers, café-concert historique. On a démarré quand même l'aventure de la Bellevilloise dans ce café-concert. C'était notre première idée, avec Ousmane Kouyaté, qui est chez nous un musicien, je ne vais pas dire résident, mais qui vient extrêmement souvent, qu'on adore, qui va enflammer la Halle aux Oliviers. Il est surnommé quand même le prince de la Kora, et c'est pas pour rien. Qui est un instrument de musique malien. Exactement. Et puis bien sûr, à partir de 23h, alors là, même si on n'est pas spécifiquement fête de la musique, puisque le club de la Bellevilloise s'anime comme tous les samedis, mais avec une couleur, puisque fête de la musique, donc prolonger la nuit au club, avec la Beyrouth Electro-Parade, qui est un de nos must aussi, là pour passer toute la soirée, toute la nuit, et y compris d'ailleurs si vous voulez un autre type de musique encore, la Bellevilloise c'est plein de salles, dont le Forum, et dans le Forum c'est plus classique et les années 80 avec le collectif Nuit de Folie. Ah, Nuit de Folie, on va en parler après parce que franchement on sera obligé de mettre la musique, je vous en dis pas plus mais restez avec nous parce qu'on va l'avoir en tête, forcément. Comment assister à tous ces concerts? Il faut réserver sa place, il faut payer, comment ça se passe? La Bellevilloise, la plupart sont en entrée libre, 19-21 rue Boyer, métro Gambetta, métro Ménilmontant, voilà, c'est très simple d'accès. On entre dans la limite des places disponibles, c'est quand même 1500 personnes à un instant T, la Bellevilloise, qu'elle peut accueillir. Donc ça laisse tout au long de la journée en turnover la possibilité d'y aller simplement. Voilà. Et vous, Jean-Pierre Lecoq, quelles sont les festivités qui vont rythmer le 6e arrondissement de la capitale? Qu'est-ce que vous nous avez concocté cette année? Alors, vous savez qu'en réalité, la fête de la musique, pendant longtemps, ça a été, je dirais, un théâtre à ciel ouvert. Oui.
J'ai connu le boulevard Saint-Germain qui avait été même un jour coupé à la circulation. Ah oui, à ce point. Coupé à la circulation, tellement vous aviez de monde. Il avait été coupé en gros entre Saint-Germain-des-Prés et presque Saint-Michel. Et c'est plus le cas aujourd'hui. Vous avez des milliers de personnes. C'est plus vraiment le cas. Ça a un peu évolué. C'est sans doute plus organisé. Alors ça a été organisé. Bon, vous avez des salles de concert comme la Bellevilloise, et puis vous avez aussi, bien évidemment, beaucoup d'établissements, des restaurants, des bars, des brasseries qui organisent des événements. Vous avez même maintenant les paroisses qui organisent des événements sur leur parvis. Alors certains d'ailleurs les organisent pour que les parvis ne soient pas occupés par d'autres. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais avec des orchestres modernes, avec des orchestres tout à fait. Donc il y a beaucoup de spots. En déclaratif maintenant, puisque la déclaration, c'est une précision importante, elle se fait pour les événements en plein air auprès de la mairie de Paris. Ah oui. Voilà. Il y a eu un accord entre la mairie de Paris et la préfecture de police. Pendant très longtemps, c'était les commissariats de voie publique qui enregistraient les déclarations. Il fallait se déclarer 2 mois à l'avance, etc. Et maintenant, c'est passé à la mairie de Paris. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'on ne peut pas sortir librement avec sa voix de crécelle et son instrument mal accordé. C'est-à-dire qu'il faut quand même faire une petite demande officielle pour pouvoir le faire. Formellement, il y a une déclaration. Mais il y a quand même une tolérance. Donc, alors, si vous arrivez en revanche avec un camion semi-remorque digne d'un grand concert d'un artiste connu et que vous mettez place Saint-Germain-des-Prés, là, je pense qu'il y aura quand même une intervention des forces de l'ordre. Après, si vous sortez, si c'est sympa en bas de votre immeuble, je dirais que la tolérance, elle joue. Après, c'est la capacité de vos voisins à pas, au-delà d'une certaine heure, à continuer à vous supporter. Après, est-ce que vous allez faire du métal? Est-ce que vous allez faire est-ce que ça sera du Mozart ou est-ce que ça sera autre chose? Vous voyez, donc voilà. Donc là, je vous cite quelques-uns. Il y a plusieurs établissements. Vous voyez, il y a un pub canadien sur les quais des Grands Augustins. Vous avez Les Éditeurs, qui est un établissement bien connu au carrefour de l'Odéon, vous voyez, à côté, pas loin du Marco Polo, du Hibou, etc., qui fait quelque chose. À Montparnasse, vous avez, ça s'appelle la Table des Copains, c'est dans une petite rue, c'est la rue de la Grande Chaumière. Vous voyez, c'est presque à l'angle, Raspail, pas loin du dôme, de la coupole, etc. Et là, on avait un problème. C'est-à-dire que dans cette rue-là, il risquait d'être très gêné et de boucher la chaussée. Et on a des établissements, les rues sont des voies pompiers. Donc là, on a négocié, j'ai mon directeur de cabinet qui était les voir, et finalement, comme ils sont à l'angle de la rue de la Grande Chaumière et du boulevard Montparnasse, ils vont se mettre plutôt sur l'oreille boulevard du Montparnasse. Donc on essaie d'être accommodant et on essaie de gérer le mieux possible. Bon. Après, il y aura sans doute, un peu d'innovation. Bien sûr. Et puis à la mairie du 6e, on a fait quelque chose de particulier. C'est ma première adjointe qui organise 3 fois par an des manifestations pour les plus jeunes. Ah oui, alors ça c'est très intéressant, effectivement. Vous avez aussi l'intention de vous tourner vers un public extrêmement jeune, parce que là on parle d'enfants qui ont parfois 10 mois. Oui, alors ils vont pas jouer de la batterie, c'est clair. Non, c'est pas très bon pour les oreilles. Non, mais 10 mois, là, je vous exagérez. Enfin, c'est plutôt du 2-3 ans. Mais l'éveil musical, quand même, malgré tout, on peut très jeune. Exactement. Mais donc, on fait 3 événements destinés aux plus jeunes chaque année. L'hiver, on fait venir une ferme des animaux. Au printemps, c'est plutôt des jeux classiques. Et là, cet été, comme c'est tombé aujourd'hui, demain, fête de la musique, il y a effectivement un char à bulles musical. Et il y a aussi un atelier d'initiation aux plus jeunes. Absolument. Et on va en parler en détail dans quelques instants. Mathieu Lehanner, en cette fête de la musique, est-ce qu'il est prévu qu'il y ait des animations musicales autour de la Vasque olympique ? Alors oui, parce que la Vasque olympique se situe évidemment aux Tuileries et donc juste aux portes du Jardin des Tuileries, donc vraiment entre la pyramide du Louvre et le Jardin des Tuileries. Il y a une grande scène qui est déjà installée et donc le public se trouvera là. Et donc je ne suis pas encore dans les secrets de tout ce qui va se passer. Je reste moi-même dans la surprise, mais probablement au milieu du concert, de cette grande scène, un moment va être trouvé pour que la Vasque puisse faire son premier envol de l'année. Et c'est vrai qu'il y a un parfum avec votre Vasque olympique, un parfum de Jeux olympiques. Vous savez, ce parfum que l'on a tous senti l'année dernière, ce parfum d'insouciance, où tout se passait bien, où le soleil brillait, où il n'y avait plus de soucis dans la capitale. Est-ce que c'est ça le message que vous voulez transmettre? Est-ce que c'est que la fête continue?
C'est que la fête continue. Alors c'est évidemment un souvenir de tout ce qui s'est produit dans les Jeux Olympiques et retrouver effectivement ce moment-là. Mais je crois qu'au-delà de ça, et c'est ce qui est assez beau, et c'est comme ça que je comprends aussi la décision du président de la République, c'est de quelle façon cet objet-là, qui a été effectivement un des symboles forts des Jeux, au-delà de ça, raconte un petit peu ce que nous sommes, je dirais, collectivement, c'est-à-dire d'un objet qui est magique, d'un objet qui fait rêver, d'un objet qui est décarboné, d'un objet qui est collectif, d'un objet qui est émouvant, d'un objet qui nous parle d'histoire. Donc c'est tout ça, effectivement, qui devient un des messages de cet objet-là. Mais j'invite tout le monde à venir, alors pas forcément le soir de l'inauguration, parce qu'effectivement, ça risque d'être assez chargé. Mais entre, je dirais, le 22 juin et le 14 septembre, c'est accès absolument libre. Il n'y a pas de réservation, il n'y a pas de QR code, c'est absolument gratuit. Et c'est important, je crois, de voir l'échelle de l'objet. Parce qu'effectivement, on estime qu'il y a 4 ou 5 milliards de personnes qui ont vu cette chose-là dans le ciel, mais à travers un écran de téléphone ou de télévision. Mais je crois que c'est important de le voir en vrai pour ressentir effectivement un peu cette émotion et sans doute cette magie. Elle sera retirée le 14 septembre, vous l'avez rappelé. Pourquoi ne pas la conserver toute l'année au Jardin des Tuileries ? Alors pour deux raisons. La première, c'est que évidemment, c'est davantage en plein été qu'on a envie de se retrouver pour voir un coucher ou là en l'occurrence un lever de soleil. C'est plutôt là où les gens se retrouvent effectivement en fin de journée. C'est plus propice en juillet que mi-novembre. Et puis ensuite, nous techniquement, c'est beaucoup plus simple l'été parce que c'est un système qui marche aussi avec de l'eau. Pour rappel, la flamme, elle est faite de lumière et de très très fines particules d'eau en suspension. Et donc, dès lors qu'on rentre dans des mois avec du givre, avec du gel, c'est beaucoup de complications techniques qui se rajoutent. Donc tout ça, mis bout à bout, fait qu'effectivement, le scénario d'une apparition estivale et puis d'une disparition pendant ces 3 années successives, je crois que c'est effectivement le meilleur scénario possible. Eh bien, merci beaucoup Mathieu Lehanner. Vous êtes l'un des plus grands designers français. Vous êtes surtout le papa de cette vasque olympique que l'on aura le bonheur de retrouver dans le décor parisien à partir de ce samedi. Merci d'avoir été notre invité. Fabrice Martinez, vous allez commencer cette journée, donc vous l'avez rappelé, avec un temps fort, le concert de fin d'année des Ateliers Harmoniques de Montreuil. Pour quelle raison vous avez décidé de mettre à l'honneur cette école qui, comme vous l'avez rappelé, met en exergue des musiciens qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des grandes écoles de musique, si je comprends bien, c'est ça? Tout à fait, et pour la même raison qui n'ont pas les moyens de se payer des grandes salles également. Exactement. Donc le projet de la Bellevilloise, comme je le racontais au tout début, donc ça a été quand même un projet politique, fondé en 1877 donc par des ouvriers mécaniciens, dont le projet c'était l'accès pour tous à l'éducation populaire et à la culture. Ça a été un des premiers lieux de droit de vote des femmes, la Bellevilloise. Ça a été un des premiers. C'est là qu'est né le commerce direct, de la vente directe du producteur au consommateur. Ça existe depuis le 19e siècle, la Bellevilloise. Exactement, depuis le bâtiment actuel, c'est 1910 et 1877, donc c'est le début du 20e siècle, on va dire, fin du 19e. Et on a toujours soutenu, en fait, on est le 20e arrondissement et tout l'Est parisien d'une manière générale. La Bellevilloise a historiquement rayonné énormément de ce côté-là. Et aujourd'hui, nous, on accueille régulièrement tout au long de l'année, et quand on peut le faire, dans des conditions professionnelles, des pratiques plus amateurs, on va dire, ou plus sociales. Ça fait aussi partie, c'est pas que les grands concerts du club ou que les grands événements, parce que la Bellevilloise, c'est aussi de l'événementiel privé. On l'oublie d'entreprise. La culture, on reste un lieu indépendant. Donc c'est important de rappeler qu'on a aussi besoin de ce soutien des entreprises qui viennent utiliser nos espaces populaires, designés, décorés avec une belle atmosphère pour réunir et faire aussi de la cohérence, de la cohésion entre les équipes. Donc voilà. Donc on ouvre nos lieux à des gens qui ne pourraient pas toujours se l'offrir. Et Jean-Pierre Lecoq, pendant ce temps-là, pendant que ces enfants des ateliers harmoniques de Montreuil joueront à la Bellevilloise, eh bien vous l'avez rappelé, vous organiserez une matinée à destination de la petite enfance. L'idée, c'est que les petits ne soient pas forcément exclus. Donc vous l'avez rappelé, il y aura aussi un spectacle de marionnettes. Ça, vous l'avez pas forcément mentionné, un spectacle de marionnettes. Si. J'ai une ancienne directrice de Halte Garderie qui est une grande spécialiste des marionnettes, qui va venir avec ses propres marionnettes. Je la cite, c'est Madame Gabet, on l'aime beaucoup, et elle va donc animer ces
cet atelier. Et puis il y aura aussi un éveil musical pour les plus petits. Ça, c'est très classique. Pour ceux qui connaissent la musique, c'est ce qui est pratiqué dans les conservatoires. Ouais. Tous les conservatoires municipaux, dans toute la France, font de l'éveil musical à destination des plus petits. Et il y aura un atelier bébé peintre aussi. Il y a un atelier bébé, oui. Et puis le charabule, ça sera sans doute très apprécié des bébés. Exactement. Peut-être que les parents feront des bulles musicales aussi. C'est donc demain à partir de 10h. Il faut venir plutôt de bonne heure parce qu'il fera chaud demain. Vous êtes père, et je parle sous votre contrôle, depuis plus de 30 ans maintenant, du 6e arrondissement de la capitale. Quand on aime, on ne compte pas, mais je rappelle que j'ai eu une activité professionnelle pendant 20 ans en parallèle. Et que c'est pas un boulot d'être élu, c'est une fonction. Bien sûr, mais c'est un devoir, notamment celui d'organiser cette fête de la musique. Et comment vous avez, quelle évolution constatez-vous en matière de fête de la musique? Est-ce que vous avez l'impression justement que cet événement ne perd pas de sa superbe année après année, ou bien c'est quelque chose qui a tendance à se tasser dans le temps? Non, mais ça évolue comme tout le monde. Il y avait beaucoup plus sans doute au début de spontanéité, je dirais, les gens sortaient. Enfin, c'était très innovant, c'était très particulier, on n'était pas du tout dans la même... Mais ça s'est totalement inscrit dans le paysage. Encore une fois, on n'imaginerait pas. Ça transcende l'action des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, on n'imaginerait pas un ou une ministre de la Culture dire la fête de la musique, on arrête. Non. En plus, c'est vraiment des journées, des soirées de cohésion. Dans les petits villages, regardez, parce que là, on parle de Paris, on parle de la plus grande ville de France. Mais vous imaginez, dans des petits villages, c'est quelquefois, justement, c'est l'occasion de se retrouver. On n'a pas tellement d'occasions. Oui. Alors là, à Paris, il faut souhaiter que ça se passe bien demain soir, parce qu'il fera très chaud, que certains n'abusent pas trop des boissons alcoolisées. Absolument, oui. C'est que on a la rue de la Soif dans le 6e. Oui, exactement. Connu, la rue de la Soif, expliquez pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce lieu, c'est quoi? C'est un endroit où il y a que des bars, c'est Princesse Canette Guizarde. Et c'est un peu le temple des amateurs de rugby. Ouais. Mais même quand vous êtes costaud, que vous avez une carrure impressionnante, vous pouvez succomber un peu trop à l'alcool. Donc je dis prudence. Ouais. Prudence aux dernières heures de la nuit, aux premières heures du jour. Justement, on va parler aussi de cette zone d'ombre aussi, cette part d'ombre que véhicule aussi la fête de la musique dans un instant, mais restons sur le côté joyeux avec Ousmane Kouyaté aussi, dont vous avez parlé tout à l'heure, cet artiste que l'on surnomme le prince de la Kora. Pourquoi est-il si important pour la Bellevilloise? C'est quelqu'un que vous connaissez très bien en effet. Alors oui, parce que ça fait de nombreuses années qu'il vient. Vous savez, en fait, il a démarré dans la halle aux Oliviers de la Bellevilloise. Donc quand on a découvert ce bâtiment avec Renaud Barrier il y a une vingtaine d'années, qui n'existait plus. Le nom était perdu, plus personne ne se souvenait de ce que c'était la Bellevilloise. Et nous, on cherchait des lieux pour des artistes qu'on développait justement à l'époque. C'était très dur de trouver des scènes. Oui. Et donc la première chose qu'on a fait dans la halle aux Oliviers, c'est de créer une scène et d'ouvrir un petit bar comme ça. Et on a dit, ça va être des scènes ouvertes où après on va programmer des artistes en développement et donner des chances à ces premiers artistes, voilà. Et sur la durée, il y en a qui ont fait toute une route avec nous, et surtout il y en a qui continuent parce qu'il faut y aller le chercher, le public dans la halle aux Oliviers. C'est pas comme le club, une grande salle de concert. Là, c'est quand même un restaurant. On peut manger également, boire des coups, etc. Donc c'est pas forcément simple. Et il y a certains artistes qui ont ce don de pouvoir prendre une salle, quelles que soient les conditions dans la salle, et emmener le public. Et c'est le cas de Ousmane Kouyaté. Et donc, il adore venir et nous, on adore le recevoir. Et donc, on est très content que ça soit avec lui ce soir. Absolument, et ensuite il y aura de l'électro, il y en a vraiment pour tous les goûts, c'est vrai, dans votre salle de spectacle. Alors vous avez parlé aussi des potentiels débordements qu'il pourrait y avoir en marge de la fête de la musique. Comment on fait pour les contenir quand on est maire, ces débordements? Non mais on les contient pas, on souhaite qu'il y en ait le moins possible, et on peut prévenir, je dirais avoir des messages de prévention. Après je dirais qu'on est dans une société de liberté, c'est très bien, il faut que chacun soit responsable. Bon, mais là il y a des éléments qu'on ne maîtrise pas, le temps, c'est un samedi soir, etc. Donc je dis prudence. Après, à Paris, les maires n'ont pas de pouvoir de police, ce qui est le cas dans toutes les communes de France. Les maires d'arrondissement, Paris, Marseille et Lyon, c'est la préfecture de police qui a le pouvoir de police. Donc il y a quand même eu la déclaration, il y a quand même un lien entre la mairie de Paris, les mairies d'arrondissement et les commissariats. La police nationale
qui est plutôt en seconde zone, c'est la police municipale, la fameuse DPMP, la police municipale de la ville de Paris, qui sera pleinement mobilisée demain et qui regardera un peu comment les choses se passent. Et ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Mais on le souhaite. Et tout le monde le souhaite. Oui. C'est plutôt, si vous voulez, c'est toujours les queues de... vous le savez, vous, la Bellevilloise, c'est forcément, ça existe partout. Bien sûr. C'est grandes files d'attente, c'est ça? Non, quand je dis, c'est les queues de comètes. Ah, les queues de comètes, bien sûr. C'est les sorties de boîte dans certains endroits, et voilà. C'est ça, quand effectivement le public peut être parfois alcoolisé à certains endroits, etc. Ou des gens s'embrouillaient. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a un an, on s'en souvient, vous savez, il y a eu cette affaire des piqûres, vous savez, ces personnes qui ont été malheureusement victimes de piqûres dans certaines boîtes de nuit, etc. C'est une crainte que vous avez eue, vous, à la Bellevilloise, de voir ce type d'affaires vous toucher directement? Alors, de toute façon, depuis le début, nous, il y a un service de sécurité, la Bellevilloise, voilà, c'est un lieu qui est quand même sécurisé. C'est aujourd'hui ce qu'on appelle quand même, on fait tout pour, en tout cas, une safe place, c'est-à-dire qu'il y a la prévention des violences sexistes et sexuelles, des agressions, la vente d'alcool aux mineurs, bien sûr, le taux d'alcoolémie, la lutte contre les stupéfiants. C'est vrai que la liste est longue de comment faire la fête de manière raisonnée, raisonnable. Et vous avez tout à fait raison, le principal problème, c'est effectivement, malheureusement, parfois ceux qui sortent à 4-5 heures du mat, qui sont effectivement alcoolisés, que notre service d'ordre fait, alors il y a tout un protocole pour pas que tout le monde sorte d'un coup dans la rue et fasse du bruit. Il n'empêche que malgré tous les efforts qu'on peut faire, malgré tout l'encadrement qu'on peut mettre, parfois ça arrive que ça ne se passe pas bien. Mais globalement, on est la Bellevilloise, c'est vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui une safe place. Alors je voudrais qu'on termine en musique, si vous le voulez bien, messieurs, avec une note positive quand même. Je voudrais que vous me donniez le titre qui vous fait particulièrement danser, monsieur le maire. Sur quel titre allez-vous danser ce samedi 21 juin? Écoutez, j'ai choisi là encore un titre un peu détonnant. J'aurais pu choisir Beyoncé, bon bref. C'est grand public. Là, c'est un swing de Django Reinhardt. Un swing de Django Reinhardt, on écoute. Allez. Le maître du jazz manouche. Oui. Exactement, c'est quand même un classique. Et vous avez choisi quoi? Alors moi j'ai choisi plutôt du disco un peu classique des années 70 parce que c'est quand même ce qui nous fait toujours danser, même aujourd'hui. J'ai pris le groupe Chic avec Everybody Dance qui est vraiment la référence d'ailleurs qui a introduit cette espèce de gimmick musical qui a lancé beaucoup d'autres musiques par ailleurs et qui continue, j'allais dire 40 ans après, de marcher sans problème. Donc c'est un super morceau qui parle à tout le monde. Pour ceux qui ne connaissent pas, 1977, effectivement, ce groupe disco, on écoute. Ouais, c'est pas mal, hein. Franchement, vous avez bon goût, messieurs. Hein. Franchement, on va se quitter sur ces belles notes qui nous amènent justement à danser. Merci d'avoir été nos invités. Et bonne fête de la musique à tous. Bonne fête de la musique, bien évidemment. Oui, on vous attend nombreux. Exactement. On ira en tout cas vous voir effectivement avec la belle programmation que vous nous proposez. Et puis évidemment, on viendra aussi. Vous voulez faire des bulles à la mairie du 6e avec grand plaisir, vous savez. J'ai un peu de souffle, hein, attention. Merci à vous deux d'avoir été autour de cette table. On poursuit cette émission avec cette pièce de théâtre absolument décoiffante. Merci, bon courage. C'est une fresque vertigineuse mêlant fiction et réalité, figures historiques et personnages anonymes. Une histoire pleine de mystères, un voyage à travers les siècles et les continents porté par des acteurs caméléons capables de jouer chacun des dizaines de personnages parfois. Cette pièce d'Alexis Michalik, vous en avez au moins entendu parler. Elle s'intitule Le Porteur d'Histoire. Elle se joue dans un lieu chargé d'histoire justement. Ça s'intitule le Théâtre du Petit Montparnasse. Bonjour Aurélia Poirier. Bonjour Julia Lefaou. Bonjour. Bienvenue autour de cette table. Alors vous faites partie des 5 comédiens qui rythment cette pièce. Vous êtes 5, me semble-t-il, sur scène, c'est ça. Alors vous êtes une grosse troupe, il faut le savoir. Et vous êtes très très nombreux, mais en tout cas sur scène vous êtes 5, c'est ça. Voilà. C'est une intrigue qui commence par un homme qui découvre un carnet alors qu'il doit enterrer son père. Ça se passe dans les Ardennes. Qu'est-ce qu'il contient ce manuscrit? Allez, bon courage. En tout cas, qu'est-ce qu'il représente? Peut-être que c'est plus simple que je vous pose la question comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il contient? Il contient en fait une histoire, l'histoire d'une femme qui s'appelle Adélaïde Edmonde de Saxe de Bourville. Et en gros, on va découvrir petit à petit. On rentre par une petite histoire et de la petite histoire, on traverse la grande histoire. C'est ça. C'est-à-dire qu'au début, on est dans un tout petit espace et puis finalement, après, on va voyager. C'est vraiment ça le but de cette pièce. Oui, c'est ça.
Et on va traverser les époques et le point de départ, c'est la découverte de ce petit carnet. C'est ça. Et de l'autre côté de la Méditerranée, donc en Algérie, il y a une femme et sa fille, Bouchra et Mina, si je ne me trompe pas, qui disparaissent dans une tempête de sable. Et on va se rendre compte aussi que leur destin est lié à celui de cet homme justement qui a découvert le carnet. En quoi leurs destins sont-ils liés ? Alors juste, c'est pas Bouchra et Mina, c'est Alia et Jeanne. C'est Alia et Jeanne. Oui, j'allais dire, je connais pas cette histoire. Ah oui, d'accord, excusez-moi, je me suis juste trompé alors de prénom. Donc c'est les deux femmes effectivement qui se trouvent de l'autre côté. Et puis en fait, on va se rendre compte que leur destin est lié à ce fameux héros qui justement découvre le carnet, c'est ça ? C'est ça. C'est une mère et sa fille, donc Alia et Jeanne, qui sont dans une maison en Algérie, et un homme va frapper à la porte et il va leur raconter une histoire. Et au fur et à mesure, on va s'apercevoir que elles sont liées à l'histoire. Elles sont liées à l'histoire, exact. Et quel personnage vous interprétez ? Parce que je disais tout à l'heure que chaque personnage, en tout cas chaque acteur, interprète une multitude de personnages. C'est vraiment une cascade de rôles, cette pièce. Vous interprétez quel rôle exactement ? Alors toutes les deux, on interprète le même rôle. On interprète d'abord Jeanne, et ensuite le personnage d'Adélaïde, sur tous les âges. Et après, il y a plein d'autres petits personnages. Et qui est Jeanne, justement ? Comment vous les décririez, ces personnages que vous jouez ? Jeanne, elle a 15 ans. Ouais. Et au fur et à mesure, donc c'est la fille d'Alia. D'accord. Et au fur et à mesure de la pièce, donc elle est d'abord plutôt très réservée et elle va plonger elle aussi dans cette histoire. Au début, elle est assez aussi méfiante par rapport à cet homme qui débarque et qui prend de la place. Et petit à petit, du coup, elle va aussi plonger dans cette histoire. Elle va plonger et raconter elle aussi des histoires. Voilà. C'est comme ça que vous la décririez aussi, justement ? Oui, elle commence... c'est ça, elle est un peu méfiante et elle est très silencieuse. Ouais. C'est plutôt la mère qui prend en charge l'arrivée de l'homme, qui est assez haut en couleur. Et ensuite, oui, elle va un peu s'émanciper et rentrer dans l'histoire plus facilement. Alors, habituellement, c'est vrai que les pièces dont on parle ici se déroulent dans un seul endroit, dans une seule unité de temps, si j'ose dire. Et le porteur d'histoire, au contraire, propose un véritable voyage dans le temps, un voyage aussi à travers les continents. Comment la mise en scène permet-elle justement de pouvoir se projeter d'une époque à l'autre, d'un continent à l'autre ? Comment c'est organisé sur les planches ? Mais c'est assez dingue et ça marche. C'est beaucoup par les costumes, je dirais. Ouais. Les lumières et la façon dont c'est écrit. En réalité, la mise en scène est très sobre. Oui, il y a 5 tabourets. Oui, 5 tabourets, un tableau et plein de costumes. Et c'est quoi le but ? C'est de faire en sorte que le spectateur puisse justement laisser libre cours à son imaginaire, c'est ça ? Oui. Tout à fait, oui. Sans doute ? Oui, complètement. Ouais. Très bien, bon écoutez. Ouais, j'imagine, il y avait besoin de rien d'autre que juste l'histoire racontée et les costumes qui nous mettaient sur une piste de lecture. Oui, parce qu'on aurait pu effectivement imaginer des décors effectivement qui se succèdent les uns après les autres en fonction des endroits où vous allez, etc. Là, pas du tout. C'est-à-dire que vous êtes dans un décor très sobre et puis en réalité, c'est le spectateur qui doit s'imaginer dans quel endroit il est, quelle époque. Le désert, l'époque. Et ça marche. Bah, d'ailleurs, je vous propose qu'on découvre quelques images parce que peut-être que pour certains qui n'ont pas vu la pièce, ça peut paraître obscur. Eh bien, pas du tout. Regardez justement cette bande-annonce. Est un récit. Moi, je porte une histoire. J'ai un jour croisé la route d'une histoire tellement incroyable, tellement extraordinaire, qu'elle a changé ma vie, qu'elle est devenue ma vie. On veut savoir la suite. D'accord. Des livres quoi ? Des livres pourquoi ? Des livres comment ça ? Des livres ? Tous des carnets, la même écriture partout, une femme, une vie entière racontée dans des carnets. Et votre nom à vous ? Alexandre Dumas. Ça me dit quelque chose, Saxe de Bourville. Où est-ce que t'as entendu ce nom ? Nulle part, je l'ai entendu, c'est tout. C'est une légende. Je te soutiens que leur histoire existe dans la littérature ancienne, cachée, codée. Mais qui êtes-vous ? Il suffira de regarder cette bague et vous saurez à qui j'appartiens. L'arbre calice. Ben vous avez pensé à sortir le métro ? Le métro ? Attention, je mets les gaz. Je plaisante. Après un voyage de 10 ans, après une quête qui m'a menée aux confins de ce monde nouveau, je touche au but. Nous touchons au but. C'est une histoire, quoi. C'est juste une histoire. Voilà
là pour le porteur d'histoire. C'est vrai que ça bouge beaucoup quand même sur les planches. Dans quel registre rangeriez-vous cette pièce? Est-ce que c'est du tragique, c'est du comique, un peu tous à la fois? Ouais, c'est très contemporain. Il y a de la comédie dedans, mais il y a aussi beaucoup d'émotions. C'est un peu mélangé, quoi. Ouais, c'est ça. J'arriverais pas à la catégoriser. Tragique, moi j'irais pas dans le tragique, plutôt de comédie dramatique, entre drame et comédie. Ouais. En tout cas, c'est une épopée. Ouais. En tout cas, les spectateurs peuvent rigoler aussi, c'est ça. C'est-à-dire que ça rigole, on passe par plusieurs sentiments aussi quand on regarde cette pièce. Et c'est vrai que, je le disais tout à l'heure, il y a 5 comédiens qui partagent la scène et leur spécificité, c'est qu'ils incarnent, c'est vrai, une multitude de personnages. Comment on fait pour passer d'un personnage à l'autre, justement ? Ça, c'est le petit bonheur pour moi, c'est le bonheur de cette pièce, vraiment. On a l'impression presque de faire un peu des fois une bande démo d'acteurs parce que donc on a parlé de Jeanne, on a parlé d'Adélaïde, mais on a aussi Marie-Antoinette, on a aussi une passante, il y a une infirmière, il y a un petit bout avec un accent canadien, il y a donc la passante qui a un accent un peu des Ardennes. Et donc on passe, Adélaïde, elle a plusieurs âges, et donc on s'amuse vraiment, c'est un vrai bonheur de pouvoir incarner, et ça va très vite, donc il faut être très rapide dans ce switch-là, et pas en faire trop. Le jeu, c'est de trouver la subtilité de jamais être trop too much. Être too much, c'est ça, mais c'est vrai que ça doit pas être simple quand même. Enfin, on se met à votre place, vous devez parfois, il faut vraiment que vous arriviez à compartimenter votre cerveau de façon à pouvoir faire rentrer à chaque fois un personnage dans chaque zone, c'est ça, non? Ça doit être assez compliqué. Je crois qu'on n'a pas le temps de réfléchir, et c'est ça qui est assez agréable, et c'est ça qui en fait un jeu. Ouais. Si on est, en effet, si on n'en fait pas une caricature, on a juste le temps de rentrer dans enfiler le costume, rentrer dans un nouveau personnage, et hop, c'est la scène. Donc c'est assez agréable. Est-ce qu'il y a un personnage vraiment que vous aimez particulièrement dans ceux que vous interprétez, qui vous touche peut-être, qui vous fait plus rire que l'aucun autre Alors, non, moi il y a Adélaïde, vraiment c'est un rôle, et surtout la scène de la calèche qu'Alexis adore. Ouais. Alexis Michalik, qui est l'auteur de cette pièce, et le metteur en scène. Dans la scène de la calèche, en fait, elle est extrêmement forte, et la chance qu'on a, c'est que ça fait donc longtemps qu'elle se joue cette pièce, et moi je la joue depuis 2018. Et j'ai eu la possibilité de l'explorer à travers aussi tout ce qui se passe dans l'actualité. Ouais. Et en fait, à chaque fois, ça parle à un endroit. Quand il y a eu les gilets jaunes, quand il y a eu le Covid, là, ce qui se passe au Proche-Orient. Et en fait, à chaque fois, ce qu'on raconte et ce qu'on dit, c'est comme si c'était intemporel. Il y a toujours des clins d'œil historiques dans cette pièce, en fait, c'est ça? Partout. Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que cette pièce, elle mêle à la fois fiction et réalité historique. Quelle est la part de fiction et de réalité, justement, dans cette pièce? Il y en a, c'est assez vaste comme question. Ouais. Je crois qu'il y a vraiment un point de départ historique, et à l'intérieur, il en fait Alexis Michalik en fait un peu ce qu'il veut, et rentre dans la fiction à travers une histoire écrite. On a compris que c'est vrai un voyage à travers le temps, à travers les continents, mais quels sont les thèmes qui sont abordés? Vous avez parlé tout à l'heure des gilets jaunes, ce sont des thèmes de société comme ceux-ci qui sont effectivement... C'est pas du tout, pas du tout abordé. Mais en tout cas, ça fait référence. Elle dit des choses qui résonnent. En fait, ce que je veux dire, c'est que au moment où on le joue, sans évidemment parler de ça directement, mais les choses qui sont exprimées résonnent. Par exemple... il y a une phrase qui dit « Et qui contrôlera la presse, contrôlera le monde ». Voilà, ce genre de phrase, ce genre de petites choses. Mais voilà. Alors c'est vrai que cette pièce, effectivement, a remporté 2 Molières déjà. C'est un véritable succès. Je disais tout à l'heure, 3500 représentations. Qu'est-ce qui vous a motivé à l'idée de faire partie de cette troupe? Moi, j'avais vu j'ai commencé en 2018 aussi à jouer cette pièce. Et je l'avais vue avant d'être prise pour le rôle. Et en voyant cette pièce, je m'étais toujours dit « Oh waouh, j'aimerais jouer dans ce spectacle. C'est le théâtre que j'aimerais faire. » Donc la question, lorsque j'ai eu le rôle, la question s'est pas posée. C'est ça. Vous avez dit c'est vraiment ce que je veux faire dans ma vie d'actrice. Vraiment. Vous également, c'était cette motivation-là? Oui, moi il y a Amaury de Créancourt qui m'avait invité à venir voir la pièce, et j'ai vraiment adoré cette pièce. Je suis sortie bouleversée la première fois que je l'ai vue. Et pareil, j'avais très très envie de jouer dedans, donc j'étais hyper heureuse de pouvoir
pouvoir faire partie de la troupe. Et elle a été écrite en 2011, hein, c'est ça, par Alexis Michalik. Comment expliquez-vous la longévité de cette œuvre? Ça n'arrive pas tous les 4 matins d'avoir une pièce de théâtre qui se joue depuis si longtemps. Oui, moi je ne saurais pas l'expliquer, mais c'est un peu magique à la fin du... En fait, en tant que comédien, mais donc aussi en tant que spectatrice, en tout cas c'est comme ça que je l'avais vécu en la voyant. Je crois que c'est 1h40. Mais en fait, c'est comme 1h37. 1h37. Pas le plus précis. J'ai chronométré, j'étais dans la salle, je regardais les secondes. La première fois que j'ai vu cette pièce, je ne l'ai pas vue passer. C'est comme si le temps s'était arrêté. Donc c'est ça aussi qui est assez magique. On se laisse emporter dans l'histoire. Il n'y a plus rien qui existe autour. Oui. Donc je ne suis pas sûre que c'est que ça qui expliquerait le succès, mais en tout cas, ça pourrait être une des explications. Et pour mieux l'appréhender, je pense qu'il faut aller la voir plusieurs fois aussi. Oui. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais parce qu'il y a beaucoup d'informations. Exactement. Oui, il y a aussi le côté où c'est à la fois populaire et intelligent, en fait. Ça fait appel à notre intelligence, à des références communes, comme on dit, des références qu'elles soient historiques ou littéraires. Et du coup, je pense que ça aussi, ça participe du succès de la pièce. Eh bien, merci à vous deux. Merci d'avoir été autour de cette table. Je rappelle donc le titre de cette pièce, Le porteur d'histoire, qui se joue actuellement au Théâtre du Petit Montparnasse. Il faut absolument aller voir. Merci à vous d'avoir été autour de cette table. Et on termine cette émission avec la dernière chronique par Ici les sorties. C'est vrai que c'est très rare. Il existe des gens qui n'aiment pas la musique, il y a des gens qui n'aiment pas non plus l'histoire. Et bien dans ce cas-là, on va sortir notre dernière cartouche pour peut-être espérer vous contenter un jour et faire en sorte que vous passiez un bon week-end. C'est à ce moment que notre sauveur Bernard Batkin arrive sur ce plateau. Bonjour Bernard. Bonjour. Vous êtes journaliste culture chez Madame Figaro. Toujours. Quel plaisir de vous retrouver. Bah oui, semaine après semaine. Hein. C'est la routine, le train-train quotidien. Ah non, pas de routine. Non. Ah non, jamais. Il faut être vif chaque fois. Ah puis vous sortez. Vous sortez d'ailleurs, vous êtes allé voir un classique d'Agatha Christie là, très récemment. Pardon, ça s'appelle La Souricière. Oui. Ça se joue au Vieux Colombier. Oui. Alors ça, c'est une histoire, c'est vrai, qui ne date pas d'hier, parce que c'est une pièce qui est jouée à Londres depuis... vous êtes bien renseigné. 1952, monsieur. Oui. Franchement, ça raconte quoi ? Alors, c'est vrai, c'est une pièce d'Agatha Christie, ça s'appelle La Souricière. De 1952, elle a écrit au départ une pièce radiophonique qu'elle a agrandie un petit peu pour en faire une pièce de théâtre. Elle n'a pas écrit énormément de pièces de théâtre. Je raconte juste cette petite anecdote parce qu'elle est marrante et puis que dans sa biographie, elle le cite. Elle a écrit cette pièce et en 52, et son petit-fils allait avoir 9 ans et il lui a demandé un vélo. Et elle a dit non, je vais te donner les droits de ma pièce. Alors, le petit-fils, il va très content, il voulait un vélo. Moi, j'aurais préféré les droits de la pièce. Oui, parce que vous êtes rusé. Mais là, il ne savait pas que ça allait faire ce succès-là. Et ça se joue depuis 1952. Depuis, il s'est acheté 12 vélos électriques et 3 Cadillacs. Ah oui, là, effectivement, je pense là, et les petits-enfants aussi. L'appartement à Brooklyn également. Absolument. À Londres. Ça se passe à Londres. La Souricière, c'est un jeune couple. Ils ouvrent un hôtel. C'est la Comédie Française. Le Vieux Colombier, pour préciser que c'est les acteurs de la Comédie Française. Un très, très joli décor, très réaliste. On le voit à l'écran, c'est magnifique. On le voit magnifique. Très réaliste, tout en bois, comme ça. Et c'est en hiver, il neige beaucoup. Il y a eu un crime à Londres. Et là, ils reçoivent leur premier client, entre guillemets. Ils sont tous bizarres. Il y a un décorateur un peu foufou. Il y a un policier qui arrive à ski. Que des gens qui paraissent bizarres. Et là, tempête de neige, ils sont enfermés dans la maison. Et il y a un deuxième crime. Et là, vous avez tout dit. Tout ça, c'est du Agatha Christie. Non, j'ai rien dit. Bah si, vous avez tout dit. Ça, c'est Agatha Christie. Il y a un huis clos hyper oppressant, des personnages mystérieux. Et puis aussi, je crois, je parle sous votre contrôle, mais une fin inattendue, totalement. C'est normal, autrement. L'avantage avec Agatha Christie, même quand moi j'ai lu toute Agatha Christie, je peux les relire parce qu'on oublie en fait, on oublie le dénouement final. Bon là j'ai vu la pièce plusieurs fois, je me souvenais, mais c'est extra, c'est incroyable. C'est très très bien fait par les acteurs de la Comédie Française qui forment comme ça, ils se tiennent les coudes, et il y a un décor fabuleux, il y a une bande son remarquable aussi parce que ça fait un peu film d'horreur, un petit peu comme ça, avec des éclairages aussi fabuleux, donc ça restitue l'ambiance d'Agatha Christie à merveille. Oui, il y a de la musique finalement dans ce huis clos. Pour la fête de la musique, c'est parfait pour aller voir cette pièce. Oui, alors moi je vous conseille pas, la fête de la musique, on peut le faire dehors aussi. N'allez peut-être pas au Vieux Colombier pour faire la fête de la musique. Je suis sur un thème fête de la musique, vous êtes en train de me mettre tout par terre. Non, on va parler musique. Non, la musique est très bien. La bande son est très bien, parce qu'il y a des sons, il y a des grincements de porte, tout ça nous met dans l'ambiance. Et je dois dire, juste je fais une petite parenthèse, le soir où j'y suis allé, un rôle important du policier,
Boulanger était malade. Et ils l'ont remboursé. Ils ne nous ont pas remboursé. Ils l'ont remplacé. Ils l'ont remplacé. Vous avez demandé le remboursement. Non, pas du tout, j'avais pas payé. Bernard, voyons. Comment vivent ces pauvres comédiens, si vous nous dites ça. La Comédie Française, ils vivent quand même. Ils l'ont remplacé comme ça au pied levé par un acteur de la Comédie Française qui était prodigieux et qui a assumé le rôle, le texte à la main. Et même le texte à la main, on a oublié le texte. Enfin, on oubliait qu'il avait le texte. Et tout ça. Et on sentait que les autres acteurs, ils se connaissent tous bien quand même, c'est une troupe. Hein. Donc le soutenait, la rentrée, sortie, tout fonctionnait à merveille. Et même quand ça ne marche pas, finalement, ça marche quand même. Ça marche très bien. C'est ça qui est fou. Par contre, il y a quelque chose qui est assez étonnant, c'est que je crois que dans cette pièce, quand même, le public rigole beaucoup. Est-ce que ça ne dénature pas un petit peu l'œuvre originale d'Agatha Christie? Non, parce que Agatha Christie est assez marrante. Enfin, c'était une femme un peu étrange, mais qui pouvait être drôle. Hein. Donc, non, on peut rire. Hein. Il y a des crimes, mais on peut rire quand même. Hein. Et puis les personnages sont un petit peu des caricatures quand même. Hein. Il y a une fille, une vieille dame, enfin, qui est acariâtre, qui déteste être dans cet hôtel et qui râle tout le temps. Donc il y a des personnages qui sont inhabituels. Donc ça fait rire. Et il y avait beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup de parents qui emmènent leurs enfants là, et c'est une bonne idée. Et c'est une bonne idée. Bonne idée pour découvrir le théâtre. Un spectacle familial. Une fois n'est pas coutume, vous vouliez aussi mettre en exergue cette fois-ci l'offre pléthorique des expositions que nous pouvons visiter. Cette fois-ci, c'est au Grand Palais, me semble-t-il. Quelles sont celles qui ont vraiment attiré votre attention? Alors là, c'est énorme. Hein. Il me faudrait 4 heures. Hein, il y en a beaucoup, hein. Donc je ne peux rien dire, je ne dirai rien. Allez, parlez-nous de Niki de Saint-Phal. Non, mais alors, il faut expliquer aussi que le Grand Palais, maintenant, est très très connu avec la Grande Nef, puisqu'avec les JO, enfin, il y a des spectacles maintenant sous la Grande Nef. Là, en ce moment, il y a un spectacle, une installation de Mohamed El Khatib. Et il y avait autour du Grand Palais, tout ça a été restauré, il y a des grandes galeries énormes, mais elles sont colossales, hein, hautes de plafond énormes, majestueuses, qui vont vers le musée de la Découverte, le Palais de la Découverte, et tout ça a été restauré magnifiquement bien, il y a un grand hall d'entrée, enfin c'est magnifique, et tous ces lieux vont être les lieux de permettre de faire de très 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 grandes expositions, en particulier l'exposition Niki de Saint-Phal, en partenariat avec le musée Beaubourg, enfin avec Pompidou, puisque alors en revanche Pompidou ferme, et donc ils peuvent s'installer là, avec les œuvres de Tinguely aussi, donc Niki de Saint-Phal Tinguely, et là le duo mythique, et là parce qu'il faut très haut plafond, il y a des sculptures monumentales, donc les fameuses nanas, mais il n'y a pas que les nanas, il y a beaucoup d'autres choses qu'on découvre de Niki de Saint-Phal, et puis de Tinguely, on découvre des machines absolument hallucinantes qui font un petit peu peur au début, puis après elles s'animent, et puis il y a des bruits, ça craque, ça bruisse, et puis après il y a des trucs, des cœurs qui tournent, voilà, à l'extérieur on peut voir, hein, il y a la fontaine Stravinsky à côté de Beaubourg, c'est les deux, là, Tinguely et Niki de Saint-Phal, qui ont fait ces sculptures-là. Et là, on découvre aussi des œuvres qu'on voit peu ailleurs. Hein. C'est une énorme exposition. Il faut dire que c'est un peu mythique, les deux, là. Enfin, c'était franchement, ils étaient amants dans la vie, et puis également très bons collègues. Enfin, c'était oui. Alors, ils se chamaillaient, ils se disputaient, et puis c'était deux personnalités fortes. Hein. Elle, Niki de Saint-Phal, elle a commencé quand même à peindre aussi. Elle mettait de la peinture dans des boîtes de conserve. Il y avait une toile derrière. Elle prenait un fusil, elle tirait dessus, et chaf, ça faisait une toile. C'est étonnant. Ouais, mais elle respirait des vapeurs qui n'étaient pas très bonnes pour elle, hein, je crois, la pauvre Niki de Saint-Phal. Hein. Mais vous savez, c'est pas très bon pour la santé. Et j'ajoute que ça, c'est une première galerie. Il y a une deuxième galerie formidable avec de l'art brut. Oui, l'art brut. Ça, c'est magique, c'est magnifique, c'est une énorme collection. Il y a plus de 400 œuvres présentées. C'est magique, hein, l'art brut. C'est quoi l'art brut? L'art brut, ça a été découvert. L'art brut, c'est de l'art de gens qui sont un peu dans la marge, qui sont un peu ailleurs, dans leur tête souvent, qui ont des maladies psychiatriques, et qui paient. Ils n'ont pas grand-chose. Hein. Quelquefois, ils ont 3 stylos, un stylo bic, un peu des vieux pneus. Ils découpent les choses comme ça. Et ils font. Ça existe depuis très 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 longtemps. Hein. Et c'est Jean Dubuffet, hein, surtout, qui a mis cet art en valeur, qui a appelé ça l'art brut. C'est-à-dire, c'est des gens qui n'ont pas fait l'école des beaux-arts, ils n'ont pas fait d'école, et ils inventent. Alors, c'est des univers. Hein. Ils retranscrivent des univers très très étranges. Et c'est très étrange. Et on va retourner au théâtre. On a encore très peu de temps avec French Cancan, si ça vous dérange pas, au Petit Montparnasse. Alors, est-ce que ce théâtre, pour l'occasion, s'est transformé en annexe du Moulin Rouge, ou alors je me trompe? French Cancan, excusez-moi, moi je veux voir des gens qui montent hein, à un moment donné. Qui montent? Ah oui, je veux voir ça. D'accord, alors là vous êtes déçu parce que c'est pas tout à fait ça. Bon, ils ont appelé ça French Cancan, alors je trahis rien, c'est un duo de clowns, hein. C'est des clowns musiciens, ils sont formidables. C'est Laurel et Hardy, si on veut, avec un peu de Tati, avec un peu de Chaplin, avec un gros qui est très méchant mais qui est quand même sentimental, et un petit qui est très nerveux et qui est le souffre-douleur. Et donc les deux, c'est l'affrontement des deux. C'est un assemblage de sketchs les uns après les autres, donc il y a le gros qui fait du
vélo, il y a le gros qui est majorette, il y a le gros qui fait un défilé de majorette, il y a le gros qui va recevoir une décoration, et le petit qui joue du piano et le gros qui l'embête. Et sans parole, juste en musique et en mimique, et c'est extrêmement drôle. Ah oui, effectivement, oui. J'ai eu l'occasion absolument. Et c'est au Petit Montparnasse. Et c'est au Petit Montparnasse, exactement. Voilà. Mais moi, je rêvais de vous voir lever la jambe, Bernard Babkin. Je peux garder mes rêves pour moi dans ce cas-là. C'est pas quelqu'un qui lève la jambe. Il y a un sketch où quand même ça se passe dans un cirque, dans un zoo, et il y a une otarie. Ah oui. Une otarie qui sait danser le French Cancan. Oh, alors là, mais attendez, là c'est le meilleur teasing du monde pour aller voir cette pièce, franchement. Alors ça là, vous tente, une otarie qui danse du French Cancan, écoutez, ça se passe au Petit Montparnasse. Il va falloir aller découvrir ça. Et nulle part ailleurs. Et nulle part ailleurs, et ça je vous confirme. Bon, peut-être sur ce plateau, on fera ça après le générique de fin, si vous me le permettez. On va le faire. Mais oui. C'est fini pour cette émission, merci de nous avoir suivis. Bienvenue en Ile-de-France, revient bien évidemment lundi avec Victoire Sicora aux commandes de cette émission. Bon week-end à toutes et à tous, et bonne fête de la musique.